Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. À l'heure où je filme, ça doit faire un mois que j'ai pas filmé parce que là on est le 8 janvier et que je suis rentrée du Pérou, enfin je suis partie du Pérou le 4 décembre et depuis j'ai pas filmé, donc autant te dire que là ça me fait un petit peu bizarre. Bon, toi à l'heure où tu verras cette vidéo, on sera sûrement fin janvier ou début février, mais c'est pas grave. Je te souhaite une très bonne année, je te souhaite de faire beaucoup de voyages parce que donc c'est la première vidéo que je filme en 2019, donc voilà, ça fait déjà un an, ça passe vite. Et donc là ça fait un mois donc que je suis rentrée en France, mais je repars au Canada le 7 février, donc je passe vraiment pas beaucoup de temps ici, mais c'est pas grave, je me suis dit que j'allais quand même te filmer quelques vidéos. Et je me suis dit que pour commencer l'année, il n'y avait rien de mieux qu'une FAQ, donc je t'ai demandé de me poser des questions sur Instagram, j'en ai reçu aussi sur Facebook, et j'en ai prises quelques-unes dans mes commentaires YouTube, donc bon, je fais un peu un micmac. Bon, cette fois-ci, je les ai toutes notées sur un cahier parce que je me suis dit que j'allais avoir trop la flemme de naviguer entre Instagram, Facebook et YouTube. Bref, c'est parti. Alors, une question qu'on m'a souvent posée dans mes commentaires YouTube, c'est si on pouvait voyager seul au Brésil. C'est surtout, enfin non, en fait c'est que des filles qui m'ont posé cette question-là, donc je vais répondre pour une nana parce que bon, en général, on va pas se mentir, pour un mec, c'est plus facile de voyager seul dans certains pays que pour une fille. Alors comme je l'avais dit dans ma vidéo sur la sécurité au Brésil, je pense que oui, on peut voyager seul en tant que nana au Brésil, mais c'est juste qu'il faut appliquer, selon moi, plus de conseils en fait de sécurité. Il faut prendre en fait plus de précautions que dans d'autres pays. Alors bien sûr, j'ai pas visité tous les pays du monde et je pense qu'il y a des pays qui sont peut-être plus dangereux que le Brésil, il y en a qui le sont moins, mais du fait de mon expérience, je dirais que oui, on peut voyager seul au Brésil. À partir du moment en fait où on est au fait des risques en fait qu'il y a au Brésil, eh ben on se prépare en conséquence. Donc pour moi, on peut voyager seul au Brésil. Ça veut pas dire qu'il va rien se passer, bien sûr. Pour moi, ce qui est plus compliqué dans le fait de voyager seul au Brésil, et là ça s'applique autant aux filles qu'aux garçons, pour moi c'est la langue. Alors bien sûr que dans certaines villes ou dans certains lieux touristiques, je pense notamment à Rio ou encore les chutes d'Iguassou, il est bien sûr beaucoup plus facile de trouver des gens qui parlent anglais. Et encore, moi j'ai trouvé que c'était quand même pas très répandu. Donc je pense qu'il faut aussi se préparer à ça avant de partir au Brésil. C'est vraiment en fait de partir avec un guide de conversation ou de télécharger le fichier portugais-français sur Google Trad, j'en sais rien, mais vraiment se préparer à ça. Donc après, pour revenir vraiment au corps de la question, donc au niveau de la sécurité, je vais te renvoyer à ma vidéo sur la sécurité au Brésil, où je donne en tout cas mes conseils pour partir au Brésil et pour... on va dire parer au plus de situations possibles. Mais donc pour répondre à la question, pour moi oui c'est possible à partir du moment où tu es pleinement conscient ou consciente des risques qu'il y a au Brésil et que tu sais comment t'y préparer parce que tu t'es suffisamment bien renseigné. Alors là je vais répondre à une question très générale qui apparaît sous la plupart de mes vidéos sur le Canada, le fait de partir étudier au Canada. On me demande souvent, oui, je vais partir dans telle université ou je postule dans telle université. Est-ce que tu as un retour sur l'ambiance, les cours, les profs, machin ? Mais en fait, si j'ai pas été dans cette fac, je peux pas te répondre. C'est ça le problème, tu vois. Moi, je peux te répondre pour l'université d'Ottawa et l'université de Montréal parce que c'est les deux dans lesquels je suis allée. Après, oui, je connais des gens qui sont par exemple allés à l'université du Québec à Montréal, donc l'UQAM. Je connais des gens qui sont à l'université Laval, qui est dans la ville de Québec. Mais ensuite, ça reste quand même des grosses universités. Enfin, je pense à l'université de Montréal. Je crois qu'il y a... De toute façon, je me trompe, mais je le mettrai en écran. Je crois que juste à l'université de Montréal, il y a genre 50 000 étudiants. C'est à peu près quand même le cas aussi pour Laval et pour d'autres universités d'ailleurs. Ça se compte quand même en dizaines de milliers la plupart du temps. Donc forcément, l'ambiance n'est pas la même si tu vas, j'en sais rien moi, en marketing à l'université de Sherbrooke ou si tu vas en histoire de l'art à l'université Laval parce que les programmes sont pas les mêmes, les personnes sont pas les mêmes, les profs sont pas les mêmes, il y a peut-être des activités qui sont différentes, donc je peux pas répondre à cette question en fait. Pour moi, le mieux c'est vraiment que tu t'inscrives sur des groupes Facebook d'université. Si tu tapes, je sais pas moi, Université Laval Québec ou étudiant Université Laval par exemple sur Facebook ou une autre université d'ailleurs, il est quand même très probable que tu trouves des groupes en fait sur lesquels tu peux t'inscrire et poser tes questions qui sont... Enfin pour le coup en fait ça sera vraiment des étudiants d'université qui pourront te répondre, donc ils te donneront forcément une meilleure réponse que celle que moi je vais te donner, tu vois.
Donc voilà, ma réponse à ça, c'est en fait, de parler à des anciens étudiants, et en général, Facebook, c'est quand même un bon moyen pour les trouver. Si tu trouves pas de groupe Facebook pour l'université que tu recherches, le mieux pour moi, c'est toujours d'envoyer un mail à la direction de l'admission ou un mail au service en fait de la vie étudiante de l'université. Je suis sûre qu'ils pourront te renseigner. Ils ont quand même envie que tu t'inscrives dans leur université, donc ça m'étonnerait quand même qu'ils t'envoient bouler, tu vois. Alors ça, c'est un commentaire qui est apparu sous une de mes vidéos, mais je dirais déjà il y a bien 2 mois ou 1 mois. Et je l'ai trouvé super intéressant, donc j'ai décidé de la remettre dans cette vidéo. Et en fait, la nana me demandait ce que je faisais de mon PC, de mes objets électroniques et de mes affaires de valeur en fait quand j'étais en auberge de jeunesse. Parce que pour elle, un casier d'auberge de jeunesse, c'était pas suffisamment sécuritaire, ce que je peux comprendre. Et bah moi, je les mets dans le casier de l'auberge de jeunesse, donc voilà. En fait, ce que je fais, c'est que dans mon sac à dos, j'ai une poche tout en dessous qui peut se fermer avec un cadenas déjà, donc j'essaye de mettre le plus d'objets possible de valeur dedans. Après, le premier truc que je fais aussi, c'est déjà de pas emmener trop d'objets de valeur, bien sûr. Mais le fait est que il me reste quand même toujours mon passeport, mon ordi, il me reste quand même ma caméra, mon appareil photo. Je peux avoir aussi, je sais pas moi, de l'argent et j'ai pas nécessairement envie de tout emmener avec moi quand je pars visiter la journée, donc j'ai quand même envie de le cacher, bien sûr. Donc ce que j'essaye de faire le maximum, c'est de tout mettre dans cette poche en fait qui se trouve en dessous de mon sac à dos, que je peux fermer avec un cadenas. Donc je mets tout dedans, je ferme avec un cadenas et ensuite je mets mon sac à dos dans le casier. Alors quand le casier est suffisamment grand, bien sûr. J'ai déjà vu des auberges de jeunesse où les casiers qui étaient sous les lits étaient suffisamment grands pour que moi je puisse mettre tout mon sac à dos dedans. Dans d'autres auberges, le casier, c'était un casier de piscine, donc c'était un peu plus compliqué. Dans ces cas-là, ce que je fais, si j'ai juste l'équivalent d'un casier de piscine, c'est que je mets toutes mes affaires de valeur dans mon sac à dos cabine. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus, mais enfin, c'est un sac à dos de la taille d'un sac Eastpak, littéralement. Je mets tout dedans, je peux le fermer à clé, et après, je mets ce sac à dos-là dans le casier, et là, je ferme à clé. Donc ça veut dire que j'ai toujours avec moi 2 cadenas. Voilà. Et aussi pour être sûr de ne pas se faire piquer des choses ou en tout cas de pas trop attirer l'attention par rapport aux objets de valeur que tu peux avoir en auberge de jeunesse, c'est déjà quand tu t'installes en fait dans ton dortoir en auberge de pas étaler ta marchandise sur ton lit. Alors après, je comprends bien que dans un dortoir, t'as pas nécessairement beaucoup de place pour toi, on va dire que ton espace perso il est un peu restreint. Mais si tu arrives dans ton auberge de jeunesse, que tu mets ton sac à dos sur ton lit et que là tu commences à sortir tous les trucs de valeur en te disant bah alors où est-ce que je vais les mettre et tout ça, forcément ça va attirer l'œil. Alors après, bon, on a quand même foi en la race humaine et on va se dire qu'il n'y a pas que des gens qui volent dans les auberges de jeunesse, mais le fait est que ça arrive. Donc essaye aussi d'être discret quand tu ranges ces affaires-là que t'as pas envie de te faire voler. Bon, en général t'as rien envie de te faire voler, mais les trucs que t'as spécifiquement pas envie de te faire voler, quand tu les ranges, quand tu les caches, essaye d'être discret. Puis aussi quand tu mets ton cadenas, parce que en général quand il y a un cadenas, c'est que t'as pas envie de te faire voler ce qu'il y a dedans. Au fur et à mesure que mes vidéos sur la Bolivie et le Pérou sortaient sur YouTube, je recevais parfois cette question dans les commentaires YouTube en me demandant s'il faisait pas trop froid à 4000 mètres d'altitude et du coup qu'est-ce que j'avais prévu. Je l'ai reçu aussi ce commentaire je crois, ou peut-être que je l'ai reçu en DM sur Instagram, mais bref j'ai reçu en tout cas cette question aussi par rapport à ma vidéo du contenu de mon sac à dos pour mes 5 semaines en Bolivie et au Pérou, en me disant que j'allais peut-être pas avoir froid quand même à 4000 mètres d'altitude. Et d'ailleurs ça se voit dans la vidéo, je me pose la même question parce que je ne sais pas du tout la température qu'il va faire. Et honnêtement je pense que je suis vraiment tombée à la bonne période. À cette époque-là de l'année en Amérique du Sud, ou tout du moins en Bolivie et au Pérou, c'est le printemps / bientôt le début de l'été. Donc à 4000 mètres d'altitude, je te dis pas qu'il fait 30 degrés et que t'es en train de te balader en maillot de bain, mais la journée j'ai déjà eu autant du 15 degrés que du 21 degrés. Et franchement, non, il n'y avait pas de problème. Alors parfois, oui, il y a du vent et du coup, t'as un peu froid, mais je me suis pas pelé les miches comme j'aurais pu le penser à 4000 mètres d'altitude. Ce que j'avais toujours avec moi, c'était un sweat et après ma petite veste hyper légère sans manches que je refermais en fait dessus et avec ça, j'avais vraiment pas froid. À la limite, s'il y avait un peu de vent, je mettais une écharpe avec, mais non, c'était une bonne période pour voyager, même à 4000 mètres d'altitude. Pour continuer sur la Bolivie, on m'a demandé quel était mon budget pour la Bolivie et le Pérou. Pour être tout à fait honnête, je me suis pas fixé un budget en fait avant de partir. Non pas que j'avais des milliers et des cents à dépenser, mais je me suis dit que j'allais voir sur place en fonction des prix que j'allais rencontrer, de ce que j'allais faire, de ce que j'allais visiter, enfin... Mon itinéraire déjà n'était pas tracé et je me suis dit que mon budget allait nécessairement dépendre de mon itinéraire également et vice versa. Donc je ne m'étais pas fixé un budget avant de partir, mais j'ai tenu tous les jours des comptes dans un cahier. Et je crois que c'est celui-là d'ailleurs. Eh ouais, c'est lui. Tu vas voir ma belle écriture.
Tu vois, tous les jours, je me faisais, je sais même pas si tu vois, tous les jours, je me faisais, hop, la liste de ce que j'avais dépensé et à la fin de la journée, en fait, j'écrivais le total que j'avais dépensé dans la monnaie du pays et je le convertissais en euros parce que pour moi, en euros, c'était plus parlant. Alors, je sais que pour la Bolivie, j'ai dépensé, parce que ça, j'ai déjà fait mon budget de la Bolivie, mais le Pérou, je l'ai pas fini. Donc, en 2 semaines en Bolivie, j'ai dépensé 409 euros, enfin 409 et 6 centimes, voilà. Ce qui fait par jour 31,50 euros. Donc, il est largement possible de faire moins. Hein. Enfin, moi, je sais que on avait décidé aussi, donc puisque j'étais avec mon mec, de se faire plaisir au niveau des restos. Bon, on n'est pas allé dans des 5 étoiles, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas toujours mangé juste dans des stands de rue parce que, voilà, parfois il y avait des restos qui nous attiraient, on avait envie d'y aller. Il y a des moments aussi où on avait des réductions sur Booking pour avoir non pas des chambres en hostel, mais des chambres en hôtel, donc nécessairement c'est plus cher. On a voulu privilégier aussi les expériences qu'on a faites. Par exemple, on a fait du parapente. Enfin, en soi, le parapente dans la vallée sacrée au Pérou, c'est pas obligatoire de le faire, par exemple. Donc voilà, on s'est fait plaisir sur certains points. Après, voilà, on n'a pas non plus eu un budget à casser la baraque, à aller dans des hôtels 5 étoiles et à se prélasser dans des jacuzzi toute la journée. Mais il est possible de faire moins que ça. Je te mettrai d'ailleurs dans la barre d'infos le lien vers mon article sur mon blog qui s'appelle Budget, conseils, bonnes adresses pour un voyage en Bolivie, où tu retrouves d'ailleurs tout ce budget avec les divisions en fait. Donc la part qu'on a accordée au logement, à la nourriture, au transport, aux visites aussi. Donc voilà, tu retrouves tout ça dans la barre d'infos, ça sera plus facile pour la Bolivie. Et pour le Pérou, j'ai toujours pas fait mon budget, et voilà, parce que j'ai toujours pas fait cet article. Et ce que je peux te dire déjà, c'est que j'ai passé donc déjà 1 semaine de plus au Pérou qu'en Bolivie, j'y ai passé 3 semaines, et honnêtement, j'ai vu directement une différence. Les prix étaient pour moi plus chers. Alors voilà, encore une fois, c'était pas la banqueroute, mais j'ai directement trouvé les prix plus chers qu'en Bolivie, donc c'est sûr que mon budget sera plus conséquent. Honnêtement, je pense que ça doit tourner pour 3 semaines autour de 700 euros. Donc, tout compris, hein. Tout compris autour de 700 euros, je pense. Alors, une question qui est revenue, mais très souvent dans les 2 dernières semaines, que ça soit en DM sur Facebook, sur Instagram ou en commentaire sur YouTube, c'était si on avait besoin d'adaptateurs pour le Vietnam et le Cambodge. Et du coup, a fortiori, on me l'a demandé aussi pour le Pérou et la Bolivie. Alors je te dirais que pour ces 4 pays-là, même s'ils sont sur 2 continents différents, à 90% du temps, j'ai pas eu besoin d'adaptateur, mais il y a quand même certains hôtels où les prises étaient en fait des prises, que moi j'appelle des prises mixtes, où je pouvais aussi bien plugger une prise française qu'une prise anglaise, américaine. Mais souvent la prise française était trop lâche dans cette prise murale-là, donc je devais switcher et prendre ma prise américaine. Je te dirais que dans le doute, c'est toujours mieux d'amener un adaptateur ou une prise américaine, il y en a des minuscules, mais à 90% du temps, j'ai pas eu besoin d'un adaptateur ou d'une prise étrangère. Alors pour la prochaine question, c'est une question qu'on me pose extrêmement souvent en DM sur Facebook, surtout quand on me pose des questions en fait sur les études au Canada ou sur tout ce qui va être volontariat, c'est quelles études j'ai fait. Voilà, ça a l'air d'être un grand mystère. Donc moi j'ai fait une licence économie sciences politiques à Paris. J'ai fait cette dernière année de licence, donc ma 3e année de licence en échange universitaire à l'université d'Ottawa au Canada. Après je suis restée au Canada pour faire mon master. Donc j'ai fait un master en études internationales avec une spécialisation en coopération, développement, économie. Merci, bonsoir. J'ai fait ce master à l'université de Montréal et je suis diplômée depuis 2 ans. Voilà. Je crois que la question la plus random que j'ai reçue, c'était sur Instagram et c'était un débat sans fin qui est chocolatine ou pain au chocolat. Et je répondrai pain au chocolat. Voilà. Sur Instagram, j'ai reçu une question de ma petite Estelle, bisous Estelle, qui est partie au Canada justement pour faire ses études. Et c'était quel a été ton voyage préféré et pourquoi? J'en ai foutrement, mais aucune idée. En fait, c'est trop dur de choisir un voyage préféré parce que tous les voyages ont été très différents, qu'il y a beaucoup de voyages que j'ai documentés soit sur YouTube, soit sur mon blog, qui ont été géniaux, mais il y en a beaucoup aussi que j'ai fait quand j'étais plus jeune, notamment avec mes parents. Compliqué de choisir, je pense que je vais faire un voyage par continent. Alors je vais commencer par l'Europe. Le voyage que j'ai préféré en Europe, c'était un voyage sur 3 jours et c'était la ville de Prague. J'ai adoré cette ville. C'est une ville que j'ai trouvée super belle tant au niveau de l'architecture qu'au niveau de ce qu'il y avait à visiter.
Enfin, au niveau historique, il y a tellement de choses à apprendre. C'est une ville qui est hyper riche. Pour l'Amérique du Nord, je vais pas te dire un pays parce que j'ai vécu au Canada, donc forcément ça a plus de sens pour moi que les États-Unis. Je pense que je vais plus dire un voyage dans un des deux pays. Et ouais, je pense que je vais même pas dire un voyage au Canada. Je vais dire une ville aux États-Unis, ça va être New York, parce que j'y suis allée plusieurs fois. Ma sœur a vécu là-bas quand moi j'habitais au Canada, donc j'étais allée la voir. Et j'ai quand même eu beaucoup de chance d'aller plusieurs fois à New York et à chaque fois de redécouvrir cette ville. Et j'aime beaucoup cette ville. Je me verrais pas y vivre pour autant parce que ça reste grand et beaucoup de monde et voilà. Mais c'est une ville dans laquelle je pourrais retourner mais sans aucun problème d'ailleurs. Donc j'y étais là fin septembre, début octobre. Et bon, j'y étais qu'une journée, hein, mais encore une fois, j'ai adoré parce que juste te balader dans les rues et découvrir cette ville en marchant, c'est magique à chaque fois et tu t'embêtes jamais, quoi. Donc je dirais New York pour l'Amérique du Nord. Pour l'Amérique du Sud, alors je dirais pas le Brésil parce qu'encore une fois j'y ai vécu, donc forcément j'ai un avis qui n'est pas un avis de voyageur, j'ai un avis de nana qui a vécu dans ce pays et qui forcément a été plus longtemps et plus profondément en contact avec la culture, les gens et tout ça. Je dirais la Bolivie, déjà parce que c'est un pays que j'ai trouvé hyper brut en fait, beaucoup moins touristique et touristisé, si je peux faire la différence. Je l'ai trouvé beaucoup moins touristique et touristisé que le Pérou et que certains endroits du Brésil bien sûr. C'est un pays que j'ai adoré découvrir parce que c'était le premier pays d'Amérique du Sud que je visitais après avoir vécu un an au Brésil et que le Brésil était le premier pays d'Amérique du Sud que je visitais. Donc ça a été une belle découverte, il y a des paysages magnifiques et j'y ai passé que 2 semaines. J'ai vu beaucoup de choses en 2 semaines, mais il y a encore tellement de choses que j'ai pas vues que j'aurais aucun doute à y retourner pour un prochain voyage parce que c'était un pays que j'ai trouvé très beau et très, très nature aussi. Après pour l'Afrique, alors j'ai jamais parlé de pays d'Afrique sur ma chaîne tout simplement parce que la dernière fois que je suis allée en Afrique c'était au Maroc et c'était un voyage en famille il y a 2 ans, donc bon je l'ai pas documenté, mais je suis déjà allée en Afrique. J'ai pas fait beaucoup de pays, j'aimerais beaucoup y retourner, mais voilà, c'est un des continents que je connais le moins avec l'Océanie, parce que l'Océanie je ne connais pas. Mais en Afrique, mon voyage préféré, ça serait la Tanzanie. J'y suis allée quand j'avais 9 ans, donc ça remonte, mais j'en ai quand même des bons souvenirs. Et donc j'avais fait un safari en Tanzanie avec mes parents et ma sœur. Et je me souviens que c'était, encore une fois, des paysages que je connaissais pas du tout. On a vu beaucoup d'animaux dans des réserves protégées. Et c'est refaire un safari, c'est quelque chose qui me tenterait beaucoup. Et en Asie, pour le dernier continent, parce que donc je ne suis jamais allée ni en Océanie ni en Antarctique. Le Cambodge m'a beaucoup choquée culturellement aussi parce que j'ai vécu dans une famille cambodgienne pendant 4 mois. Donc ça a été un choc culturel permanent pendant 4 mois et j'ai beaucoup appris aussi de ces gens-là, de vivre avec eux et de vivre comme eux. Et donc je dirais le Cambodge, ouais. Voilà, là je t'ai fait une réponse complète. Alors sur Instagram aussi, on m'a demandé si je connaissais les sites comme Workaway, Helpix et quel était mon avis là-dessus. Alors je connais de nom, mais j'ai jamais utilisé personnellement, donc j'ai pas trop d'avis là-dessus. Après, je pense que ça peut être une bonne manière de travailler sans trop dépenser, d'avoir un échange de bons procédés quand tu es en voyage. Et donc ouais, je pense que ça peut vraiment être un bon moyen pour voyager, pour parfois aussi mieux connaître la culture parce que tu rencontres des gens, tu travailles avec des gens du pays en question. Après, je connais pas personnellement, donc j'ai pas non plus un avis tranché sur la question. Des conseils pour convaincre et rassurer ses proches. Autant je te dirais qu'en 5 ans de voyage et de vie à l'étranger, j'en aurais pas mal à te donner parce que dépendamment des destinations, mes parents n'étaient pas les plus rassurés du monde. Je pense notamment au Brésil et au Cambodge. Mais non, j'en ai pas trop à te donner. Alors je me souviens que pour le Brésil, j'avais sorti d'internet quelques articles qui parlaient de la sécurité à Curitiba et qui en fait expliquaient que Curitiba était parmi les villes les plus safe du Brésil. J'avais sorti plein d'infos en fait d'internet sur Curitiba pour mes parents qui ne connaissent pas du tout et qui forcément étaient un peu pas très rassurés. En fait, les conseils que je pourrais potentiellement donner pour rassurer ses proches, c'est pas forcément des conseils avant de partir en voyage ou avant de partir vivre à l'étranger, c'est plus sur place, tu vois.
Genre, appelle ta mère sur Skype ou sur FaceTime. Je m'en fous, mais t'appelles ta mère. Tu l'appelles au moins 2 fois par jour, j'allais dire 2 fois par jour, tu l'appelles au moins 2 fois par semaine, ça la rassure, et tu lui racontes bien comment ça se passe. Donc ouais, appeler sa famille régulièrement pour leur dire comment se déroule ton voyage ou ton installation si tu pars vivre à l'étranger. Ça, je pense que ça a pas mal rassuré mes parents aussi quand j'étais partie à l'étranger. Donc je les appelais régulièrement quand j'étais là-bas. Je leur ai aussi montré que avant de partir, c'est moi qui prenais tout en charge, c'est-à-dire que je me suis occupée de tout concernant le fait de partir vivre à l'étranger, ou même avant mes voyages. Hein. C'est moi qui me suis occupée de tout concernant, je sais pas moi, mes billets d'avion, mes visas, mes assurances, si je devais faire d'autres procédures administratives, je sais pas moi, mes vaccins aussi. C'est moi qui me suis occupée de tout pour qu'ils se rendent compte que si je savais déjà tout préparer en amont, c'est que j'allais être suffisamment responsable aussi sur place et que je leur donnais moins de raisons de s'inquiéter. Voilà. Et un truc que j'ai appris aussi, c'est que si tu te retrouves dans une situation, je vais pas dire dangereuse, mais une situation à laquelle tu n'avais pas pensé, ne préviens pas tes parents direct. Et là, je vais me faire défoncer quand tu vas voir cette vidéo, mais ne préviens pas tes parents direct parce que ils vont forcément flipper, tu vois. Si tu leur dis « Ah bah, j'ai eu un accident de scout », leur dis pas comme ça, tu leur dis « J'ai eu un accident de scout », mais tu leur dis une fois que tu es allé à l'hosto et que tu sais ce que tu as potentiellement comme blessure, tu vois, parce que sinon ça les fait plus flipper qu'autre chose. Je parle en connaissance de cause parce que j'ai eu un petit accident de scout quand j'étais là-bas et j'ai attendu quand même le lendemain pour leur dire quand je m'étais fait ausculter le pied. Et donc la dernière question pour cette vidéo, c'est une question aussi qui m'a été posée sur Instagram et c'est quel est ton prochain voyage? Là franchement il n'y a pas beaucoup de suspense parce que donc mon prochain voyage c'était Stockholm, mais là c'est déjà passé, c'est juste que t'as pas encore vu la vidéo de Stockholm à l'heure où je te parle. Mon vrai prochain voyage, en fait c'est le fait que je reparte vivre au Canada, donc je repars le 7 février. Et donc voilà, c'est un voyage et une vie à l'étranger en même temps. Donc voilà, c'est le prochain voyage. Bon, c'est tout pour la fin de cette vidéo qui a dû être bien longue. Plein de questions pour bien commencer l'année, on adore. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas toi à me rajouter d'autres questions en commentaire pour la prochaine FAQ. N'hésite pas aussi à me dire d'ailleurs dans les commentaires, vu qu'on est en début d'année, quel type de vidéo tu voudrais voir. Alors me dis pas je voudrais une vidéo sur comment partir en Sibérie, sachant que j'y suis pas allée, hein, tu vois le délire. Mais bon, si t'as quand même des envies de vidéos, de conseils de voyage ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!